Rappelez-vous précisément de votre premier jour d'école, les odeurs, les couleurs, votre cartable, votre tenue, les gens qui vous entouraient. Et si je vous disais maintenant qu'une partie de ce souvenir est une pure invention de votre cerveau? Bienvenue dans ce premier épisode de Onde Mentale. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi votre mémoire est un menteur professionnel et comment, en tant que mentaliste et thérapeute, j'utilise cette faille pour réécrire la réalité ou vous aider à faire le tri. Vous pourrez retrouver le podcast Onde Mentale en direct les mardis et vendredis à 12h15 ou en replay sur Spotify et Apple Podcast. Ce podcast se veut être un espace de décryptage du mentalisme et de la psychologie humaine. Posez toutes vos questions tout au long de l'épisode. J'essaierai d'y répondre précisément à la fin du live. Si jamais la question n'est pas sur le thème du jour, j'y répondrai en début du prochain épisode. Pour l'heure, on va attaquer le sujet. Le mythe de la mémoire caméra ou cette fameuse mémoire photographique. Est-ce que vous savez qui a le plus travaillé sur la mémoire? C'est une psychologue cognitiviste américaine qui s'appelle Elizabeth Loftus. Grâce à elle, Loftus ou Loftus, je ne sais pas comment ça se prononce et je m'en excuse d'avance. Euh, cette psychologue américaine, elle a surtout été connue pour être une des chercheuses les plus influentes du XXe siècle et des plus controversées aussi. Elle s'est spécialisée dans la recherche sur la mémoire. Et pour elle, et il y a un consensus là-dessus, le mécanisme de la mémoire, il est basé sur une reconstruction. En gros, votre cerveau, il lit pas un fichier vidéo, mais il reconstruit un puzzle à chaque fois. Il fait appel au son, à l'image, à nos ressentis, à nos croyances, à nos attentes lors du souvenir, et il fait une comparaison instantanée avec le moment, le contexte dans lequel on se rappelle du souvenir. C'est un peu comme si, à chaque rappel, on modifiait le souvenir en lui-même, comme une page Wikipédia qui se mettrait à jour en fonction du contexte dans lequel on lirait, ou encore avec les gens avec qui on serait. La mémoire, elle est malléable, elle n'est pas figée dans le temps, et elle évolue en même temps que nous évoluons, c'est-à-dire à chaque instant. Vous n'êtes déjà pas les mêmes qu'au tout début de ce stream. Par exemple, je pense qu'on l'a tous vécu, mais si vous prenez une soirée vécue entre amis ou en famille, avec un certain nombre de personnes, vous vous revoyez au bout de quelques années, puis vous reparlez de cette soirée en particulier. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte que les gens n'avaient pas forcément vécu exactement la même soirée que vous. Les faits, objectifs, sont les mêmes. Les événements ont été les mêmes. Regardez les photos, les vidéos. Et souvent, on est surpris d'ailleurs en voyant les photos, les vidéos, en se disant tiens, c'est marrant, j'étais persuadé de ne pas être habillé de cette façon-là. Je ne me rappelais même pas qu'il y avait machin qui était avec nous ou qu'un tel était présente. Mais si, rappelle-toi. Et vous voyez que même collectivement, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a oubliées, pas forcément les mêmes, peut-être les mêmes, mais en tout cas que chacun a vécu la même soirée, mais n'en a pas le même souvenir. On ne peut pas parler encore de faux souvenirs, mais en tout cas, on peut parler de modification de l'importance des éléments d'un souvenir. Elisabeth a démontré qu'on pouvait implanter des faux souvenirs dans l'esprit des gens, mais des faux souvenirs entiers d'événements, et que la façon de poser des questions sur des événements réellement vécus pouvait complètement modifier en partie le souvenir. Par exemple, elle a fait une expérience qui est assez connue. En 1974, elle a montré une vidéo d'un accident de voiture à des sujets. Puis ensuite, elle leur a posé une question sur deux groupes. Au groupe A, elle a posé la question comme ça. Évidemment, elle est américaine, c'est en anglais. Je vous fais grâce de mon accent magnifique. Je vais vous le faire en français. À quelle vitesse allaient les voitures quand elles se sont percutées? Et là, le mot important est percuté dans cette phrase. Au groupe B, elle a posé cette question-là. À quelle vitesse allaient les voitures quand elles sont entrées en contact? En soi, le sens de la phrase, le sens de la question ne change pas. Mais vous voyez que quelques mots ont été modifiés sur les questions. Le résultat a été assez significatif. Le groupe où on a mis le mot percuté dans la question a estimé la vitesse beaucoup plus élevée, de plus de 30 km/h en moyenne, que le groupe B. Le plus fou, c'est qu'une semaine plus tard, on leur a demandé, aux deux groupes, s'ils avaient vu du verre brisé dans la vidéo. Il n'y avait pas du tout de verre brisé dans la vidéo, on ne pouvait pas le percevoir. Ceux du groupe percuté ont été 2 fois plus nombreux à affirmer en avoir vu. Ça veut aussi dire que dans le groupe B, il y en avait qui en avaient vu. Et vous voyez, ça, c'est une construction complète du souvenir en fonction de l'interprétation de chacun. Elisabeth, elle a aussi été une très grande experte auprès des tribunaux, des différents tribunaux dans des centaines d'affaires célèbres,
Elle a été experte, par exemple, pour l'affaire du procès de Ted Bundy ou d'O.J. Simpson. Et elle a pu démontrer, au travers de toutes ses expertises et du travail de recherche qu'elle a fourni, que les témoignages oculaires sont souvent les preuves les moins fiables. Et pourquoi? Parce que la police, par des questions orientées, modifiait involontairement le souvenir du témoin, comme dans l'expérience de l'accident de voiture. Il y a même une histoire qui est très connue aux États-Unis. Je ne sais pas si elle a étudié pour le coup. Il faudrait que je regarde dans mes petites fiches et je vous ferai un petit erratum prochain épisode. Mais il y a un épisode très connu aux États-Unis d'une école où des bruits de couloir faisaient entendre que des professeurs faisaient des expériences satanistes et se comportaient très mal avec leurs élèves. Ça a pris une telle tournure que tous les parents se sont levés comme un seul homme, forcément, pour protéger leurs enfants. Et en fait, ont essayé de mener une enquête et ont fait faire en sorte qu'une enquête soit menée. Et la psychologue en charge de l'enquête avait une façon de poser les questions tellement orientée que les enfants se sont mis à mentir pour raconter un petit peu l'histoire qu'on attendait d'eux. Ce qui a provoqué des scandales monstrueux avec toute l'histoire que je vous ai racontée de satanisme et compagnie, alors qu'en fait, pas du tout. Et que, en posant les questions de manière plus neutre, beaucoup moins orientée, on pouvait se rendre compte que les enfants, ils avaient une éducation, tout ce qu'il y avait de plus classique en fait dans cette école. Ce qui prouve encore une fois que une question bien posée, mal posée, je ne sais pas, peut orienter de toute façon la réponse. Vous allez me dire, oui, d'accord. Ça, c'est nos souvenirs et en quoi ça peut impacter en fait en mentalisme ou en quoi ça peut impacter au sein du cabinet l'histoire qu'on peut raconter. Bah, les mentalistes sont un peu des experts de l'illusion mémorielle. C'est-à-dire qu'en fait, sur scène, on va créer un cadre qui va permettre de mettre en retrait le côté rationnel de notre cerveau. J'y reviendrai sur un autre épisode. Pour pouvoir amener le spectateur là où on le souhaite. C'est-à-dire qu'après coup, le côté conscient va chercher du sens à ce qui s'est passé, il va se raconter une histoire, il va créer un souvenir et une croyance associée au travers de cette histoire. Par exemple, ça m'est déjà arrivé lors d'une séance de cold reading, de lecture à froid si vous préférez, où en fait on doit récupérer des informations. Imaginez que, je sais pas, je vous demande de penser à une personne envers qui vous êtes, comment je pourrais dire, reconnaissant ou envers qui vous éprouvez beaucoup d'émotions, de sentiments ou de rancœur, n'importe. On reste sur du positif, bien sûr, mais quelle que soit la question, vous allez la noter sur un papier. Ce papier, je ne vais pas du tout le regarder, vous allez le donner à quelqu'un. Ça, c'est évidemment pour éviter de changer d'avis et pour éviter petites, euh, les petites malversations et autres. Et du coup, mon travail, ce sera de retrouver cette personne. Et par un jeu de questions-réponses, par un jeu de lecture de pensée, scénique bien sûr, on va petit à petit récupérer des informations jusqu'à récupérer le prénom de la personne, voire même faire dire le prénom de la personne à la personne, au spectateur servant pour cette expérience-là. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Et au final, les gens sont persuadés que vous connaissiez le prénom à l'avance et que vous avez tout fait pour qu'ils le disent. Ou alors, ils sont persuadés que c'est même vous qui l'avez dit, alors que à aucun moment vous n'avez donné le prénom. Ce sont les gens qui l'ont fait de même. Vous l'avez tous vécu, même lors d'un tour de magie, même lors d'une expérience de théâtre, même potentiellement sur certaines phrases. Regardez un exemple concret. Est-ce que vous vous rappelez de cette phrase connue de Star Wars? Très très connue. Luke, je suis ton père. Il dit juste je suis ton père, il ne dit pas Luke, je suis ton père, par exemple. On le verra plus tard, on fera un épisode dessus, mais il y a l'effet Mandela aussi, qui est très très connu dans ce domaine-là, où en fait on a une espèce de souvenir commun, inconscient, qui s'intègre, et on est persuadé en fait d'avoir vécu la chose, d'avoir vu la chose, alors que pas du tout. Comme, tiens, allez, je vais prendre un exemple. Le bonhomme du Monopoly, vous le voyez avec ou sans binocle? Monocle, pardon, vous le voyez avec ou sans monocle? Je suis persuadé que vous le voyez avec un monocle, chapeau de forme et une canne. Bah, je vais vous le dire, mais il n'a pas de monocle, il n'a jamais eu de monocle, ce petit bonhomme. Dès son apparition, il a toujours eu une moustache, il a toujours eu un chapeau de forme, mais il n'a jamais eu de monocle. Vous voyez, c'est un souvenir, on est persuadé de la chose, on crée une croyance autour de ça,
Il s'avère que c'est totalement faux. Alors là, ce sont sur des choses qui sont pas forcément très importantes, entre guillemets, dans la vie de tous les jours, mais cet impact, il a des impacts des fois sur votre vie à vous. Quand vous êtes persuadé, après vous êtes pris la tête avec quelqu'un ou lors d'une confrontation ou lors d'un événement, que vous êtes persuadé d'avoir vu quelque chose, entendu quelque chose, et qu'en fait c'était juste une interprétation personnelle qui s'est ancrée au plus profond de vous et qui a créé un faux souvenir ou qui a modifié un souvenir existant. On ne peut pas dire que la personne en face est fautive, on ne peut pas dire que vous êtes fautif, c'est juste humain, mais c'est un fait. En quoi, en consultation, cette chose est importante? Bah, c'est un peu comme ce que je viens de vous faire. C'est-à-dire que des fois, on est persuadé de certaines choses, on est persuadé de l'histoire qu'on se raconte, et vous m'entendrez dire ça assez souvent. On se raconte très souvent des histoires inconscientes, des histoires conscientes, mais en tout cas, on se raconte des choses. En fonction de ce qu'on va se raconter, en fonction de ce que l'on va se dire, ce qui va se passer, ça va avoir un impact émotionnel, intellectuel. En tout cas, ça va avoir un impact sur nous et on va prendre des conclusions. Posez-vous toujours la question de quand vous prenez une conclusion, quand vous avez une croyance, quand vous avez une certitude, quelque chose du plus profond de vous que vous savez, qui est inébranlable, posez-vous la question d'où ça vient, juste une fois dans votre vie. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait faire ça? Est-ce que c'est quelque chose de 100% factuel? Ou est-ce que c'est autre chose, une interprétation personnelle ou encore autre chose? Si c'est factuel, objectif, bon, on peut s'appuyer dessus. Mais si c'est juste une impression, est-ce que c'est vraiment si intéressant? Eh ben, en consultation, on va faire la même chose. On va utiliser un questionnement particulier. On va permettre à la personne de se poser, non pas les bonnes questions, mais des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, et de pouvoir un petit peu faire le tri de ces informations. D'être sûr et certain qu'on se base sur les éléments les plus pertinents et les éléments les plus factuels possibles. Ceux où il n'y a pas de doute. Vous regardez une photo, la photo, elle peut pas mentir. Par contre, votre souvenir, oui. Vous regardez une vidéo, évidemment qui n'est pas trafiquée, une vidéo, elle va pas mentir. Elle va spécifiquement vous amener ce qu'elle a enregistré, que ce soit au niveau de l'image ou du son. Oui, mais notre cerveau ne fonctionne pas comme ça. Notre cerveau n'a pas cette capacité, comme une caméra, d'intégrer les choses objectivement, 100% objectivement. Et on est obligé des fois de faire des piqûres de rappel, d'où les souvenirs, les photos, les vidéos, voire même peut-être des enregistrements audio, c'est possible. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour mettre en exergue une chose, c'est qu'il est très important à mon sens au quotidien de se baser sur des faits objectifs et non pas sur des souvenirs ou des ressentis. Il y a toujours un doute. Et le doute, il est parfois plus salvateur qu'une certitude qui est basée sur des faux souvenirs. Ces concepts, ils sont autant utiles en spectacle qu'en consultation. Et d'ailleurs, le thérapeute en consultation cherchera toujours à créer ce doute, vous forçant à réécrire un souvenir, ou en tout cas son interprétation, et à voir les choses sous un autre angle. Cette technique, on l'appelle le recadrage. Ça force un processus mental de traitement de l'information qui est vécu souvent comme une prise de conscience ou au minimum comme un changement d'éclairage sur un événement vécu. Imaginez être persuadé qu'une scène se soit passée d'une certaine manière, avec toute l'interprétation qu'il y a. Je sais pas, quelqu'un qui vous a mal parlé sur une journée où vous pensez qu'il vous avait mal parlé, ou même, ne serait-ce que les fois où, quand vous croisez un collègue, que vous croisez quelqu'un dans la rue et que vous lui dites bonjour et qu'il vous répond pas. Et là, on se pose des questions, on se dit mais pourquoi il m'a pas répondu? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il est fâché? Est-ce que j'ai eu un mouvement de travers? On se remet toujours en cause, nous. Mais peut-être qu'il nous a juste pas vu, qu'il était dans ses pensées, peut-être qu'il vous a même pas vu tout court en fait. Le seul moyen de le savoir, c'est de lui poser la question. D'essayer d'avoir des éléments les plus factuels possibles. Si vous posez la question et que là il vous répond oui, oui, non, non, mais toi je te parle pas, ou pour X raison, là vous avez votre réponse. Et au moins vous pourrez, en engageant la conversation, avoir des éléments de réponse supplémentaires. Et savoir, comprendre. Si par contre, bah, il se rend compte que il est passé à côté, et bah tout simplement, il va juste voir que par un effet miroir, c'est lui qui a déconné entre guillemets,
C'est pas vous le problème. Et vous aussi, vous allez prendre conscience de la chose. Mais du coup, est-ce que c'est si important que ça? C'est ça la question aussi. Tout ça pour vous dire que les souvenirs, bien qu'on ait des souvenirs où on est à peu près sûr de ce qui s'est passé, on verra un peu plus tard comment un souvenir se construit, comment il se forme, comment il se fige. Et justement, on pourra le voir dans le contexte de l'apprentissage, ce qui va vous permettre d'avoir des petits tips pour apprendre plus facilement et pour pouvoir développer vos capacités et autres avec un immense plaisir. En attendant, je vais regarder le chat parce que comme je vous le disais, je regarde pas trop le chat pendant l'épisode. J'ai toujours un petit peu de mal pour l'instant à regarder le chat. Je suis déjà perdu dans mes pensées pendant que je vous parle. J'improvise un petit peu au fur et à mesure. J'ai quelques éléments évidemment, mais ça n'empêche que bon. Je vais regarder s'il y a des questions dans le chat. On n'a pas de questions aujourd'hui. Ok, c'est pas grave puisque moi j'en avais préparé une ou deux. Une qu'on m'a posée assez souvent, j'ai même d'ailleurs eu des fois des appels en consultation en hypnose pour ça, savoir est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose pour retrouver des souvenirs? Et ben moi j'ai envie de vous dire oui et non. Oui évidemment qu'on peut retrouver, utiliser l'hypnose pour, retrouver des souvenirs comme tout un tas d'éléments en fait, dans notre psyché. La problématique, et vous avez compris où je veux en venir avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on ne sera jamais 100% sûr que ce souvenir est totalement vrai et véridique. Le problème avec l'hypnose, c'est que le souvenir, il ne fait pas que remonter à la surface comme un souvenir classique où potentiellement vous pouvez avoir une image, une impression, un son ou une sensation. C'est que vous avez tout ça à la fois. En hypnose, ce souvenir, vous allez le revivre pleinement. Oui, alors tout dépend du souvenir, bien sûr, mais la problématique, c'est que si c'est un souvenir qui est créé de toutes pièces, par des choses que vous avez entendues dans votre entourage, par des doutes que vous avez vous-même, bah, le problème, c'est que vous l'aurez vécu. Et c'est problématique. C'est problématique parce que le cerveau, en termes d'apprentissage et d'expérience, ne fait pas la part des choses entre quelque chose d'imaginé et quelque chose de réel. Et donc, si je vous fais vivre, ou quelqu'un d'autre vous fait vivre sous hypnose, un souvenir qui n'est pas vrai, bah, pour vous, il le devient. Il le devient avec toute l'interprétation et les conséquences qui ont lieu. Donc, est-ce que c'est intéressant d'utiliser l'hypnose pour faire remonter des souvenirs? Je vous dirais non. Et d'ailleurs, Elisabeth, notre fameuse Elisabeth, avait fait tout un travail et c'est pour ça qu'elle a été très décriée pendant un temps, parce qu'elle a fait énormément de travail là-dessus et elle s'était rendue compte que la plupart des souvenirs qui étaient remontés par hypnose lors de certaines affaires juridiques euh, n'étaient pas. Ça posait des problèmes, puisqu'il y avait des choses qui n'étaient pas euh, congruentes, qui n'étaient pas en corrélation avec l'histoire même de la personne, même avec le témoignage d'autres des victimes ou d'autres personnes et ça posait de très, très gros problèmes. D'autant plus que, n'oublions pas, je vous ai donné 2 exemples, mais n'oublions pas qu'elle a aussi beaucoup travaillé sur des affaires qui étaient, assez sordides avec, des gens qui avaient de toute façon des troubles psy et dans certains cas, l'hypnose n'est pas forcément conseillée. Donc moi, ma réponse, je vous dirais que, utiliser l'hypnose pour récupérer un souvenir, à part si vous avez des photos, des vidéos, quelque chose de factuel sur le souvenir et que vous voulez aller un petit peu plus loin, et encore, il faudrait vraiment que ce soit sur des détails. Je déconseillerais vivement l'utilisation de l'hypnose pour complètement faire ça. Autre question qu'on m'a déjà posée à propos des souvenirs, c'est est-ce qu'on peut volontairement, j'entends consciemment, oublier quelque chose? Pour moi, non. Je dis bien pour moi. J'ai jamais véritablement fait de recherche poussée sur le sujet, mais il y a déjà des éléments dont j'ai connaissance qui me font dire que c'est pas possible. Vu que la création d'un souvenir, c'est pas juste des éléments visuels, auditifs, euh, gustatifs, olfactifs et kinesthésiques. Je parle du kinesthésique, c'est le toucher et on va un peu plus loin. C'est pas que le lisse, le rugueux, ça va être le chaud, le froid, le lourd, le léger, et puis d'autres sensations, d'autres ressentis internes, l'interoception, proprioception et autres. On y reviendra dans d'autres épisodes, hein, je vous rassure. Le problème, si vous voulez, c'est que même si vous voulez oublier un souvenir, c'est-à-dire l'événement en lui-même et le mettre de côté, je pense qu'en faisant un certain travail, on pourrait. L'interprétation de la chose inconsciente, l'apprentissage, l'expérience inconscient, à mon sens, on ne peut pas.
les oublier et on ne peut pas oublier les sensations corporelles, qui ont lieu, avec ce souvenir. Pour la simple et bonne raison, c'est que et ce sera, certainement le prochain épisode, qui va être un peu plus dense, notre cerveau est constructiviste, c'est-à-dire qu'il construit l'environnement dans lequel nous sommes. Alors, quand je dis il construit, on n'est pas sur Matrix ou on est dans une simulation ou autre, bien que les travaux de Matrix, c'est le constructivisme poussé à l'extrême. Mais il s'avère que la perception du monde que l'on a va être dépendant de deux choses. La perception du monde que l'on connaît, nos expériences, et la confrontation des sensations que l'on a sur le moment du monde en question. J'y reviendrai la prochaine fois, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Ce que je veux dire par là, c'est que l'expérience que l'on a, on pourrait potentiellement se dire on va en effacer une partie en effaçant le souvenir. Oui, mais non. Vous aurez toujours des éléments que vous ne pourrez pas effacer, et même sous hypnose, même à part avec des lésions cérébrales. Mais alors là, je défie quiconque de savoir couper, pour couper complètement un souvenir en particulier. Euh, c'est pas forcément faisable en soi. En tout cas, pas aujourd'hui avec les connaissances qu'on a. Euh, Autre question qui m'a été posée, et je finirai sur cette question-là, c'est savoir si la mémoire photographique existe vraiment, fameuse mémoire eidétique. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à prononcer ce mot. En soi, elle n'existe pas clairement. En tout cas, pas comme une mémoire photographique. Non, on n'a pas la possibilité de prendre des clichés et de se balader dans ces clichés. Comme je vous l'ai dit, la mémoire, c'est une reconstruction de quelque chose. C'est-à-dire que oui, votre cerveau, si, imaginons, vous prenez un tableau avec un tableau à deux entrées classique avec quatre colonnes et six lignes, ce qui fait donc 24 cases à retenir. Si vous essayez de retenir ce tableau, vous allez y arriver. Vous allez y arriver par plusieurs aspects, soit visuellement, soit auditivement, soit par un jeu de mouvement des doigts, par un jeu corporel, c'est-à-dire le réécrire systématiquement les choses qui sont écrites dans le tableau et ainsi de suite. Oui, évidemment, puisque la mémoire a besoin de tous ces éléments-là. Avoir une mémoire visuelle parfaite où on se rappellerait précisément du tableau et autres, c'est quasiment impossible, sauf à travailler sur le tableau des heures et des heures par jour et à le faire pendant des jours et des jours. On est obligé de le raccrocher à quelque chose d'autre, et pas juste à ce tableau spécifiquement, et pas juste une image. Pour ne citer que lui, et une personne qui travaille énormément et qui a beaucoup bossé sur la mémoire, on prenait Fabien Olicard par exemple, qui a une très grosse mémoire et qui en fait d'ailleurs un de ses points forts. Il l'explique lui-même. Il n'a pas une si grosse mémoire que ça, il a une mémoire qui est tout à fait dans la norme. Seulement, il utilise des techniques de mémorisation qui vont lui permettre de retenir beaucoup plus d'informations que la moyenne des gens. Soit par un principe de palais mental où chaque pièce, vous avez certains éléments dans une pièce, puisque dans une pièce, vous faites une pièce carrée avec 4 murs, et ben vous divisez votre mur en deux, déjà vous avez non plus 4 informations, mais vous en avez 8. Pour peu que vous le divisiez en 4, vous en avez 16, et ainsi de suite. Et chaque pièce peut avoir une fonction particulière. Vous pouvez très bien raccrocher la pièce de la cuisine à tout ce qui va commencer par que, par C, tout ce qui va avoir trait à des mouvements manuels par exemple du travail manuel de découpe, de cuisson ou autre d'ailleurs. Ou alors vous pouvez très bien juste, vous créer un plan, et déjà, c'est la première étape, c'est de se créer ce palais mental avant même de vouloir enregistrer quoi que ce soit, de se créer un plan de ce palais mental, de le développer et puis d'y associer, des choses. Par exemple, si vous voulez, enregistrer un sapin de Noël, particulier, vous pouvez très bien, imager, une personne parce que c'était son sapin, en train de peindre le sapin, parce que sapin, en fait. Vous voyez, par exemple, c'est forcément des jeux d'association comme ça qui vont permettre de retenir les informations, et pas juste l'information brute. C'est quasi impossible pour le cerveau, en fait, de complètement retenir la chose comme ça. Et comme de toute façon, c'est une reconstruction, bah, le meilleur moyen, pour retenir les choses, c'est d'utiliser une construction donnée, le fameux puzzle, plutôt que de laisser le cerveau faire son propre puzzle. Si vous lui amenez les éléments pour faire le puzzle, bah, lui il va réutiliser les mêmes éléments pour le recréer, et il le recréera d'ailleurs
plus rapidement et avec plus de précision, de toute façon. Bon, je vais finir là-dessus. N'hésitez pas de toute façon à laisser des commentaires sur Spotify ou Apple Podcast, puisque vous aurez l'épisode en replay qui arrivera incessamment sous peu, le temps en fait juste de faire la petite manipulation et de le mettre en ligne. Merci d'avoir suivi ce premier live. Je remercie la personne qui était avec moi sur ce live, Marine. Ok, il y avait plusieurs personnes. Ok, super. Ouais, ça fait beaucoup. Wow. Le prochain live aura lieu vendredi midi à midi 15, pareil, de la même mémoire, de la même manière. J'espère que c'était intéressant pour vous tous. N'hésitez pas, de toute façon, comme je vous dis, à réécouter comment je pourrais dire, le replay qui sera sur les différentes plateformes. Je pense reconnaître aussi des membres de ce magnifique serveur Discord que je vous invite à découvrir, Digital Artichaut, de l'entraide entre entrepreneurs et même pas que en fait, de l'entraide tout court et beaucoup de bienveillance. Donc n'hésitez pas à faire un tour et vous m'y retrouverez. Donc si un jour vous me voyez vous croiser Hypnoman, n'hésitez pas, ce sera moi. Ce sera avec un immense plaisir. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live, même si c'était que quelques secondes. Je vous invite à laisser un commentaire et même 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast parce que c'est ce qui va me permettre de faire découvrir ce podcast. Merci encore à vous. À très très bientôt et surtout, retenez bien, gardez l'esprit ouvert. Allez, ciao, bye bye.